Je vous propose maintenant une intervention de l'OCDE qu'on connaît bien au Hub Institute avec Aziza Akhmouch. Aziza, je vous en prie, rejoignez la scène. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et je voudrais commencer par remercier Vincent et toute l'équipe pour l'invitation. C'est la 3e édition à laquelle je participe et je dois dire qu'à chaque fois les échanges sont d'une très très grande qualité. On va faire une petite pause dans les 10 challenges. On m'a demandé de prendre un peu de hauteur et d'aborder des sujets un peu transverses et de vous résumer en quelques minutes les petites fenêtres d'opportunité que l'on voit dans les transitions urbaines que l'on a observées dans les pays de l'OCDE. Donc je vais mettre l'accent sur 3 de ces fenêtres d'opportunité. Et le dénominateur commun qu'elles ont, c'est la crise sanitaire. Et notamment les leçons de la crise sanitaire et les opportunités que les plans de relance que les pays de l'OCDE développent aujourd'hui fournissent pour ce faire. Le premier thème, c'est celui de l'efficacité énergétique des bâtiments. Le deuxième, c'est celui de l'approche territoriale que beaucoup de pays de l'OCDE sont en train d'adopter pour implémenter, mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable. Et le troisième thème, c'est celui de l'accélération que l'on observe dans beaucoup d'administrations publiques à l'échelon infranational en termes d'innovation dans le secteur public local. Sur le premier thème, celui de la décarbonation des bâtiments, et je vais pour chacun de ces 3 thèmes brièvement vous faire un état des lieux, vous poser l'enjeu et vous donner les recommandations que fournit l'OCDE dans son rôle d'accompagnement des gouvernements dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques publiques. Sur l'efficacité énergétique des bâtiments, c'était un sujet évidemment qui n'est pas nouveau pour les villes et qui jusque très récemment apparaissait comme quelque chose d'éminemment technique, consacré à une poignée d'experts et qui a, on l'a vu ces 2 dernières années notamment, eu le vent en poupe dans beaucoup de pays de l'OCDE parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'on s'était peut-être beaucoup concentré sur la question des transports dans les villes de grande taille mais aussi de taille moyenne et peut-être un peu moins à ce qui est aujourd'hui une source d'émissions de gaz à effet de serre très importante dans les pays de l'OCDE puisque les immeubles, les passoires thermiques sont responsables de près de 70% de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre dans les grandes villes. On voit ici l'exemple de New York, par exemple, de Paris, de Tokyo ou de Londres, et de 30% de ces émissions en moyenne. Et donc ça pose aujourd'hui la question de la rénovation des bâtiments existants, puisqu'on a aussi, là encore, consacré beaucoup d'attention dans les dernières années aux nouveaux bâtiments, et pour en faire des bâtiments à haute qualité environnementale, mais on voit effectivement que l'enjeu principal se pose sur les bâtiments existants, et notamment dans les pays de l'Union européenne, où l'on sait que la moitié de ces immeubles a été construite avant les années 70, et donc avant l'apparition des premières régulations thermiques pour les immeubles. Quand on regarde de plus près, ce dont on s'aperçoit aussi, et c'est très important, c'est qu'il y a des disparités régionales, territoriales extrêmement fortes entre les pays évidemment, mais au sein des pays. Je vous ai encadré le cas de la France, donc des disparités en termes de consommation énergétique per capita au niveau des régions TL2. Et ce que vous voyez en ordonnée, donc sur le plan vertical, c'est la moyenne nationale, et vous avez ensuite évidemment la distance de différentes régions au sein de ces pays par rapport à cette moyenne nationale, et en l'occurrence là une très grande différence entre la région PACA et la Corse, et ces disparités territoriales exigent des politiques territoriales, et c'est là où le rôle des villes et des collectivités territoriales au sens large devient éminemment important. On sait par exemple que ce qui fait la différence entre les régions qui ont la meilleure performance ou la pire performance, c'est essentiellement l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Il y a un ratio de 1 à 3 entre les régions qui sont en haut du classement, si je puis dire, et les autres. Et donc quand on regarde de plus près la question des politiques territoriales, on voit que les villes et les régions aujourd'hui ont un certain nombre d'avantages comparatifs en la matière. D'abord, et c'est le premier angle que l'on voit, parce qu'elles connaissent mieux leur stock, leurs immeubles, et donc les capacités et les leviers d'action. Ensuite, parce qu'elles ont un rôle essentiel
en matière de marché public. On sait que les villes et les régions dans les pays de l'OCDE sont responsables de 60% de l'investissement public, 40% de la dépense publique, et donc jouent un rôle essentiel en la matière, notamment parce qu'elles sont aussi propriétaires d'une partie non négligeable de ces bâtiments, à peu près 20%. Les villes et les régions ont aussi beaucoup plus l'habitude d'expérimenter, de tester, d'innover au niveau local, y compris en matière d'instruments économiques ou de régulation et d'usage des sols. Et puis c'est aussi l'échelle à laquelle, ça a été dit déjà jusqu'à présent, on peut engager les citoyens et les entreprises de façon plus efficace. Donc, il y a des disparités régionales, c'est un enjeu fondamental et les politiques territoriales sont nécessaires pour ce faire. Sur le deuxième angle, qui est celui des objectifs de développement durable, alors vous les connaissez tous, j'imagine, un agenda qui a été adopté par les Nations Unies il y a plus de 6 ans maintenant, en 2015, qui prévoit 17 objectifs de développement durable avec 169 cibles à atteindre à l'horizon 2030, des objectifs de développement durable dont 65% ne peuvent être atteints sans cette responsabilité en partage entre niveaux de gouvernement. Alors évidemment, il y a l'ODD 11 que vous connaissez tous et qui a trait directement aux villes et aux communautés et donc à ces questions de développement durable à l'échelle locale. Mais ce dont sur quoi on insiste à l'OCDE, c'est que les villes et les régions ont un rôle à jouer sur tous ces objectifs de développement durable et on a passé beaucoup de temps ces 2 ou 3 dernières années à territorialiser non seulement les politiques publiques nécessaires pour les atteindre, mais aussi les indicateurs et les données qui permettent de mesurer la distance de ces collectivités territoriales par rapport aux différents ODD. Alors on pourrait se dire aujourd'hui, un maire, il se réveille peut-être pas le matin en ayant d'autres priorités, en se disant je vais implémenter les ODD, mais quand on les regarde un par un, on se rend compte en fait qu'ils reflètent les patates chaudes avec lesquelles les gouvernements locaux doivent composer aujourd'hui, y compris et surtout d'ailleurs pour certaines dans les pays avancés. Il suffit de prendre l'ODD 1 sur la réduction de la pauvreté. On pourrait se dire que c'est pas un problème pour les économies de l'OCDE. Il y a entre 10 et 12 millions de pauvres en France et on sait que c'est des problématiques en sus de l'économie circulaire, de la continuité et de l'accès des services publics locaux comme l'eau, l'assainissement, les questions d'éducation, de santé et de genre qui sont très importantes aujourd'hui dans les agendas locaux. Et donc, quand on regarde les données que l'on a produites à l'OCDE, donc vous avez un outil en ligne où vous pouvez aller vous amuser en entrant un peu le nom de votre ville ou de votre région et voir où vous vous situez par rapport à ces 17 ODD. Je vous ai mis à gauche l'exemple de Paris, pardon. Donc, ce que vous voyez en réalité, plus vous vous approchez du cercle noir, qui est l'objectif final à l'horizon 2030, meilleure est votre performance. Donc, vous avez en bleu marine, par exemple, la distance de, c'est pas la ville de Paris, mais l'aire fonctionnelle urbaine de Paris par rapport à ces 17 ODD, et donc le chemin qui lui reste à parcourir pour s'approcher du cercle noir. Ce que vous avez en orange, c'est la moyenne nationale, et ce que vous avez en gris, les petits nuages de points en gris, ce sont les autres villes françaises qui sont dans la base de données, et ça vous permet de comparer la ville de Paris par rapport à d'autres villes. Et puis à droite, vous avez une agrégation de la performance de toutes les villes et de toutes les régions que l'on a dans cette base de données, en l'occurrence plus de 600 villes et plus de 600 régions, et ça vous donne évidemment une moyenne de la performance de ces différents territoires dans, je le répète, les économies avancées de l'OCDE. Et on voit par exemple qu'on est particulièrement en retard pour tout ce qui a trait au climat, donc à l'ODD 13, tout ce qui a trait à la biodiversité, l'ODD 15, tout ce qui est lié aux questions de genre, l'ODD 5, et évidemment l'ODD 7 aussi, l'accès à une énergie abordable, où il reste beaucoup de chemin à parcourir pour les villes de l'OCDE. Donc en gros, le message sur ce développement durable, et qui est tout aussi important pour les collectivités territoriales aujourd'hui, c'est que on s'est aperçu que beaucoup, pendant la crise sanitaire, en réalité, ont accéléré l'utilisation de ce cadre des ODD, pas tellement comme une mise en œuvre d'injonctions dictées par les gouvernements nationaux ou dans des agendas intergouvernementaux, mais plutôt comme un outil de politique publique pour repenser depuis le territoire les arbitrages entre ces différents domaines de politique. Et cette checklist qu'on a développée à l'OCDE permet d'accompagner les collectivités territoriales dans cet exercice. Et puis,
Il manque une partie de la présentation, je crois. Mais peut-être, si on me remet la diapositive, je vois qu'il reste 1 minute, je vais faire la dernière séquence sur l'innovation. Ah non, elle y est pas. Bon, bah c'est pas grave, je vais vous la faire à l'oral. Donc on a fait un dernier point sur l'innovation dans le secteur public local. On s'est intéressé en gros à la façon dont on innove dans les câbles de l'administration publique. On parle beaucoup de smart city et d'innovation au sens technologique. On parle beaucoup moins de la façon dont on innove dans la prise de décision, l'engagement des citoyens, les allocations budgétaires, la priorisation des investissements. Et on avait à ce sujet, le rapport sort à la fin du mois de septembre, quelques données qui montrent qu'en réalité, les investissements que les collectivités territoriales font dans cette innovation dans le secteur public local délivre des résultats très tangibles en termes d'indicateurs de bien-être pour les usagers, et c'est là une corrélation, évidemment pas une causalité, on fait des associations, mais qui permet véritablement de façon très tangible de démontrer que ces investissements, qui sont parfois un peu intangibles et pas toujours très palpables et mesurables, font la différence en termes d'engagement civique, de performance des services publics ou d'efficacité de la gestion du secteur public local. Donc cette innovation de façon transverse qui est là aussi dans le cadre post-Covid une tendance très très importante, puisqu'on a vu l'agilité avec laquelle les collectivités territoriales, et je termine sur cela, ont expérimenté pendant la crise, depuis l'urbanisme tactique jusque d'autres formes d'acupuncture urbaine, et il s'agit de pérenniser ces tendances à moyen terme, et donc pour ce faire d'avoir et les équipes et les financements et les structures dédiées. Merci beaucoup.